à Panem 360. Je suis avec Mathieu Lucier, bassoniste, chef d'orchestre, directeur artistique d'Arion Orchestre Baroque. Et cette fois-ci, Mathieu nous parle en tant que directeur artistique, puisque c'est un autre qui va diriger le programme de samedi et de dimanche à la Salle Bourgie. On parle de Thomas Dunford. Je le prononce à la française puisqu'il est français, même s'il a un nom anglais, n'est-ce pas, Mathieu? Oui. Ben, en fait, il est franco-américain. Alors, il a un père américain, mais il est né en France et il vit en France depuis toujours. Donc, il parle absolument sans accent, ben, avec un accent français, mais il parle français et anglais à la perfection. Sans accent. Je vois exactement le profil. Thomas Hellman au Québec est exactement ce Oui, genre-là. oui, Mère française et père américain. Ça s'appelle Thomas Dunford et Thomas Dunford. oui. Alors donc, semble-t-il, enfin, pas semble-t-il, c'est un fait acquis, Thomas est un très, très, très bon luthiste. C'est un virtuose du luth. Et évidemment, ce n'est pas par hasard qu'on va interpréter du John Dowland, qui était lui-même, il y a quelques siècles, un luthiste de très, très haut niveau et un compositeur excellent, dont on va faire des éléments du First Book of Songs, or Iris. Alors, on peut commencer par cette partie-là du programme. Mathieu, tu vas nous expliquer, tu vas nous guider dans le programme que tu as mis au point, j'imagine, avec ton interlocuteur. Oui, ben en fait, comme prélude à cette conversation-là sur le programme de la fin de semaine, Thomas, c'est quelqu'un d'original. Alors, c'est non seulement un luthiste exceptionnel, mais c'est un musicien très, très en vogue présentement sur la scène de musique baroque et qui, avec son ensemble qui s'appelle Jupiter, fait toujours des projets qui sont en général concentrés autour d'un compositeur défini, Vivaldi, Handel, mais qui explosent souvent vers la fin, vers soit des chansons originales que Dunford écrit avec un de ses collègues et amis, ou qui mène dans ses propres récitals solo. Thomas a joué du Dowland, bien sûr, parce que c'est vraiment un des champions de la musique de lutte, mais de faire aussi des chansons des Beatles ou de faire de ses propres compositions. Donc, en invitant Thomas, je lui ai tout de suite demandé qu'est-ce qu'il avait envie de faire avec nous. Il m'avait parlé d'un programme Handel. J'adore Handel, bien sûr. On en fait pas mal chez Arion parce que c'est un des grands noms du 18e siècle. Mais j'ai dit à Thomas, j'ai dit, t'es tellement quelqu'un qui a une personnalité, une pensée musicale créative et originale. Est-ce que tu n'aurais pas quelque chose d'un petit peu différent à me proposer? Et c'est Qui là lui soit que... représentatif du personnage et de ses propres goûts et de sa démarche. Exactement. Et c'est là qu'il nous est arrivé avec cette idée de proposer un programme en 4 volets, donc dont le premier est consacré à John Dowland, on va en parler dans un instant, mais qui nous mène en fait à travers 400 ans de musique jusqu'à la musique de Leonard Bernstein avec des extraits de West Side Story et tout ce qui va être chanté, puisqu'il y a la soprano québécoise Marianne Lambert qui est avec nous pour ça. Tout ce qui est chanté en langue anglaise et toute la thématique de ce concert-là, c'est l'amour. Alors, en fait, c'est un grand voyage à travers l'amour chanté en anglais au travers des siècles. Et là aussi, John Dowland, même s'il remonte à très, très, très loin et qu'on touche rarement à sa musique chez Arion, est un des champions non seulement du luth, mais de l'amour au sens large, mis en musique. Très bien. Et donc, on va dans les trois premiers compositeurs mis en relief, John Dowland, Henry Purcell, Handel allemand, mais qui a vécu sa vie en Angleterre de son temps, Ouais. et on termine à l'américaine avec Leonard Bernstein. Ouais. Alors, reprenons, commençons par John Dowland, The First Book of Songs, qui est un incontournable de cette époque-là. Oui, en fait, c'est le recueil dans lequel certaines des chansons, dont Come Again est une des plus célèbres, fait partie du répertoire des guitaristes, des luthistes depuis presque toujours. Et donc là, on en fait une version plus orchestrale, toujours avec la voix de Marianne, mais avec un accompagnement plus riche parce qu'il existe toutes sortes d'arrangements d'époque et d'autres plus contemporains de ces lute songs arrangés avec plusieurs parties instrumentales parce que ça pouvait aussi être joué quand c'était pas joué par le luth à la fin du 16e siècle, c'était parfois joué par des consorts de viol, donc toute la famille des viols de gamme, de la plus grande, la base de viol, à la plus petite viol. Et donc, à 4 parties, cette musique-là est harmonisée. Et donc, c'est une version
c'est comme une version symphonique d'une musique qui est à la base très, très sobre dans son instrumentation. Puis bon, on est loin d'un orchestre symphonique, mais pour Thomas, en fait, c'est la première fois qu'il fait cette musique-là avec un orchestre de la taille d'Arion. On a 8 violons, 2 altos, 2 violoncelles, contrebasse. Là, pour ceux qui connaissent Arion, c'est notre format habituel. Mais donc, ça donne une espèce les Anglais disent lush sound, une espèce d'ampleur, une sensualité. Somptueux, c'est somptueux. C'est somptueux, charnu, et ça convient très, très bien au propos de ces chansons. Qui a fait les arrangements? Parce que cette musique-là était faite de, comme tu nous l'expliques très bien, c'était minimal, ni minimaliste. Souvent, c'était une sorte, Darwin était une sorte de ménestrel top niveau Oui. qui était à cheval entre la musique populaire et la musique savante de l'époque. Oui. J'ai l'impression que, puis là, je peux me tromper, mais j'ai l'impression que les arrangements à 4 voix, comme je disais, pour à l'origine Concert de viol, sont des arrangements originaux de Dowland. Tout au long du programme, il y a certains arrangements que Thomas a fait lui-même de certaines œuvres pour des concerts qu'il a donnés avec son ensemble, notamment. Mais chez Dowland, là, on n'est pas dans l'arrangement contemporain, on est vraiment dans les œuvres originales, puisque suite à ces extraits de ce livre, ben, il y a la Crimée de John Dowland aussi, qui est une œuvre instrumentale comme ça, qui peut être chantée aussi parfois. Mais donc, on se promène avec et sans voix dans cet univers anglais qui est à la fois extrêmement ancien à l'oreille, puis très, très moderne. Par exemple, ce matin, l'orchestre travaillait sur la Crimée, puis il y a un des versets quand l'œuvre est chantée qui parle de l'enfer. Et à ce moment-là, au moment même où le mot d'enfer est prononcé, ben, il y a une grande dissonance, là, un accord qui sonne presque comme si on avait mis des mauvaises notes ensemble pour vraiment provoquer chez l'auditeur ou l'auditrice la sensation de cette tension, de ce malaise lié à l'enfer. L'arrivée du mal. Oui, exactement. Ouais. Oui. Et donc, on a un orchestre derrière, et cet orchestre-là, il y a eu des adaptations, parce que là, c'était adapté pour un ensemble de luttes ou encore aussi des viols, mais cette fois-ci, c'est un orchestre complet. Alors, comment avez-vous fait l'adaptation? Ben, en fait, de nos jours, on aime les choses bien définies. On aime quand les choses sont précises, quand il y a des parties attribuées. C'est beaucoup plus flexible. Jusqu'au tout début du 19e siècle, on fournit le matériel à 1, 2, 3, 4 ou 5 voix, rarement avec une indication d'instrument. Pour toutes sortes de raisons. Des fois, c'est des raisons commerciales, des fois, c'est des raisons pratiques. Mais donc, l'idée qu'une musique devait être jouée par certains instruments très précisément, à moins qu'il y ait des contraintes techniques d'un instrument qui fassent que c'est absolument pas... ça ne fonctionne pas avec la nature de l'instrument. On ne peut pas demander à un clavecin ou à un luth de jouer une musique très, très soutenue, par exemple, parce que c'est des cordes pincées. À moins d'avoir des problèmes comme ça, il y a une grande, grande flexibilité à savoir pour quelle formation cette musique-là était fournie, s'il y avait une version pour luth et voix ou la version à 4 voix. Effectivement, ce qu'on sait de certains témoignages, c'est que ça peut être joué au luth ou en concert de viol, mais on peut très certainement s'imaginer que ça a été joué par des ensembles de flûtes, ça a pu être joué avec même des ensembles de cuivre parfois. Selon les circonstances, si on jouait dehors, ben, on ne se servait pas d'un concert de viol de gamme ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment plus récent. C'est la fin du 18e, le début du 19e, codifie les œuvres en disant Beethoven dit j'ai écrit cette œuvre-là, c'est pour quatuor à cordes et ne vous avisez certainement pas de jouer ça au quintet avant. OK. C'est un peu comme le jazz book du 20e siècle. On a les progressions d'accords, on a les mélodies, le nombre de mesures, etc. Oui. Mais après ça, on en fait ce qu'on veut. Oui, et effectivement. Je dis, il y a des tessitures, il y a des voix. Même s'il y a 4 voix, ça peut être joué. S'il n'y avait que 2 dessus puis une basse, ben, ça pouvait être fait sans la voix de ténor. The more, the merrier. Là, je veux dire, si on a toute cette complexité-là. Mais sinon, il y a une grande flexibilité. La partition est là d'abord et avant tout dans ces siècles-là pour nous dire la structure de l'œuvre, sa rythmique, sa durée, mais absolument pas ni comment la jouer au niveau de l'interprétation ou même, ce qui est assez surprenant parfois pour certains, avec quels instruments ou quels effectifs jouer ça.
Alors, on pourra observer et admirer la liberté qui sera prise pour les programmes présentés ce week-end. Oui, effectivement. Oui. Mais c'est très. C'est une musique que tous les musiciens qui font de la musique ancienne adorent, mais les violonistes, les altistes qui ne jouent pas de viol de gamme jouent très rarement John Dowland. Alors, tu vois le sourire que tous les membres de l'orchestre ont à jouer ça, à se vautrer dans ces dissonances si singulières. C'est vraiment un grand bonheur. Très cool. On passe à Henry Purcell, qui est un des grands. En ce qui me concerne, je suis un très gros fan d'Henry Purcell. Dans la période baroque, musique ancienne, c'est vraiment un des plus géniaux, en fait. Oui, c'est Purcell, on parle souvent d'un un Mozart qui est mort jeune, mais Purcell est mort très jeune aussi. Puis c'est un visionnaire, c'est un immense compositeur. Puis c'est vraiment, en fait, c'est super groovy aussi du Purcell. Puis alors, le luth, c'est un instrument de basse, un instrument de rythme. Et on fait quelques sélections de Purcell comme ça. Puis tu dis, mais quel groove hallucinant. Puis on répond à ça comme on répond à une bonne chanson pop ou rock. Puis en même temps, on fait la mort de Didon, extrait de son opéra Didon est né, et on est dans l'expression, mais de la plus profonde douleur. Puis je veux dire, on ne va pas plus profondément dans la douleur à la fin d'un opéra de Wagner que Purcell l'avait fait de son temps. Là, je suis content qu'il soit très haut dans ton palmarès de compositeur, parce que pour moi aussi, je fais comme à chaque fois, je suis comme, mais c'est comme génial là, à chaque Ah, fois. c'est un génie, Purcell. Et ça se démarque, c'est une facture unique. Ouais. C'est très différent des autres. C'est la marque des plus grands, de toute façon. Oui, 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 c'est vraiment. En fait, c'est quelqu'un qui a aussi fait une synthèse de ce qui s'était fait en Angleterre euh, et qui a peut-être achevé d'incorporer des éléments de la musique française et de la musique italienne pour vraiment réussir à créer un style que ensuite Handel va magnifier. On dit des fois que Handel est le plus grand compositeur anglais. Mais en fait, Purcell avait fait une bonne partie du chemin, là, un peu comme les parents hérons là, qui prémastiquent les trucs. Puis Oui, il y a beaucoup souvent, les gens qui ont des carrières courtes sont des précurseurs que leurs successeurs raffinent et ils obtiennent le crédit souvent oui, aussi. oui, oui. Alors que les prédécesseurs sont découverts beaucoup plus tard, ou sont admis ou consacrés ou reconnus beaucoup plus tard. Et ça lui a pris plusieurs siècles après sa mort pour qu'on ait ce discours à son égard. Oui, et sa musique n'est pas tombée dans l'oubli, mais je pense que son génie, euh, lui, en fait, je ne sais pas qu'est-ce qui va rester de toute cette musique-là encore dans quelques siècles après nous, mais il y a quelque chose là qui est une autre expression Éternel. anglaise, ouais, éternelle ou timeless. Là, je veux dire, ça traverse le temps, puis c'est très difficile de ne pas taper du pied, puis de bouger la tête à l'écoute de certains de ces grounds, là. Exactement. Alors, nous passons à la suite numéro 4 en ré mineur de George Frédéric Handel. Alors, donc, celle-ci aussi est pas piquée des verres. Non, puis en fait, ça, c'est super intéressant. On vient de répéter ça ce matin avec l'orchestre, là. Thomas nous disait que, en fait, dans le film Barry Lyndon de Stanley Kubrick, il y a un extrait où on entend cette sarabande qui vient de la suite de Handel, mais dans un arrangement plus orchestral, parce qu'en fait, c'est une œuvre que les gens reconnaissent, mais qui est à l'origine pour clavecin. Alors là, on a en fait Thomas a demandé à un de ses collègues qui travaille avec son ensemble Jupiter de faire un arrangement pour orchestre de ça. C'est comme un peu un crowd pleaser finalement. C'est une mélodie qui a été réutilisée, réarrangée. Et donc, on en fait une version qui commence au lieu de seul et qui va être reprise ensuite par l'orchestre pour vraiment commencer ce bloc Handel dans lequel il y a deux airs absolument magnifiques d'Handel. On dirait que c'est sans fin le réservoir d'air d'Handel. Thomas Dunford, c'est pas un potin, est en couple avec la soprano Léa Desandres, qui est sur plusieurs des disques de Jupiter. Donc, il y a une espèce de complicité qui a porté au disque des moments de magie absolument exceptionnels. Et donc, c'est deux extraits de son disque Handel qui présente là, des extraits en anglais, un extrait de Semele, puis un extrait d'un ouvrage moins connu, The Triumph of Truth, euh, dans lequel il y a un magnifique solo d'hautbois. Donc, c'est toujours l'idée dans ce programme, c'est d'avoir des interludes instrumentaux, mais qui précèdent ou qui lient ensemble des moments de prouesse et d'émotion vocale.
Et là, on fait un très grand saut. On passe de la période baroque et nous nous retrouvons au 20e siècle, au cœur de l'œuvre de Leonard Bernstein. Alors donc, évidemment, West Side Story est probablement la plus connue de toutes ses œuvres, bien qu'il c'est étrange parce que les gens qui connaissent bien les musicals ne sont pas toujours au courant de son œuvre classique, qui est encore beaucoup plus considérable. Mais cette fois-ci, c'est très, très pertinent compte tenu du personnage qu'est Thomas Dunford, c'est-à-dire de mêler les vieilles époques aux époques contemporaines, à l'époque contemporaine. Et donc, c'est de bon ton de ramener Bernstein dans un tel programme. En fait, c'est ça. Non seulement c'est un bond dans le temps, mais on quitte l'Angleterre pour revenir aux États-Unis, à New York. Puis, en fait, outre cette espèce de pensée iconoclaste, en fait, l'idée auquel je dois avouer que je n'avais même pas compris au début, c'est que West Side Story, en fait, c'est une relecture de Roméo et Juliette. Oui, à la Latina. À la Latina à New York, en deux gangs, les Oui, Sharks et les Jets à New York. Puis, Roméo et Juliette, c'est l'histoire d'amour ultime. Et paradoxalement, c'est une histoire d'amour qui a été relativement peu mise en musique. Certainement pas par les compositeurs du 18e siècle, en fait. Donc, qui était plus tourné vers l'Antiquité romaine et choses comme ça. Alors, je pense que la volonté de Thomas, c'était à la fois le clin d'œil puis le grand écart, mais aussi de dire, si on chante et on parle de l'amour dans la langue anglaise, bien, il y a aussi chez Bernstein qu'on peut aller chercher quelque chose. Donc, en fait, on fait un court bloc Bernstein. On fait I Feel Pretty avec Marianne, qui est une des chansons de West Side Story, et on fait un medley, donc une espèce de morceau de musique là, de quelques minutes dans lequel plusieurs des thèmes les plus célèbres de West Side Story s'entremêlent. Et là, on sort mais complètement, non seulement du siècle baroque, mais de la zone de confort habituelle pour nos musiciens et musiciennes. Alors, dans les rythmiques, dans les accentuations, dans aussi, et tu parlais d'arrangement tout à l'heure, là, il y avait un travail d'arrangement à faire parce que le matériel qu'on avait pour ça, bien, il y avait du saxophone, de la flûte, de la clarinette, du drum, du piano. Oui, Et là, oui, c'était West Side Story était une espèce de c'était une fusion entre les musiques populaires de l'époque, les musiques afro-cubaines ou portoricaines, enfin antillaises, espagnoles, et jazz et musique moderne classique. Alors donc, c'est ce que Bernstein, à toutes fins utiles, a réussi à accomplir. Et dans West Side Story, c'est patent. oui, non, c'est un chef-d'œuvre absolu. Puis, c'est intéressant ce que tu dis, que c'est effectivement pas nécessairement. Tout le monde a entendu parler, notamment parce que ça a été fait en film de West Side Story, mais c'est la musique des musicals en général lorgne un petit peu plus du côté populaire. West Side Story, on est vraiment, comme tu le dis bien, c'est de la musique savante, de la musique de concert classique de la moitié du 20e siècle, mais dans lequel on incorpore des rythmes et des sensibilités latines avec la gang des Sharks qui sont les portoricains là, de New York, puis une musique résolument un peu plus jazz nord-américaine avec les Jets, là, qui sont les Américains ou les Italo-Américains de New York. Exact, exact. Et on peut dire aussi qu'un tel écart tombe toujours sous le sens maintenant. On a admis maintenant que la musique ancienne et la musique baroque se marient très bien avec les musiques les plus récentes. Ouais. Alors que c'est pas si évident avec la musique romantique ou Non. la musique classique, la période classique. C'était très étrange, mais c'est toujours un match parfait. Mais lorsqu'on décide de faire le lien. Oui, puis en fait, ça s'explique de plein de façons techniques, là, avec la façon dont les musiques sont conçues, des bases, des accords de réalisation. Mais ça nous ramène aussi en fait, ce que les compositeurs et compositrices du 18e siècle cherchaient à faire, c'est-à-dire de surprendre, de jouer des contrastes, de placer l'émotion, les différentes émotions, les affects au cœur de leur truc. Et donc, cette surprise, cette audace, ce désir d'essayer de surprendre, ben, en fait, ce programme-là en est une belle illustration. Puis, je veux dire, on se pose beaucoup la question présentement, où est le public? Pourquoi aller en salle? Ben, je veux dire, un programme comme ça prend tout son sens quand on est ensemble, soit comme membre du public, soit sur la scène. Ça se passe dans l'instant. C'est un programme qui marche comme du feu de Dieu. Puis,
Sur disque, je ne sais pas si tout ça fonctionnerait aussi bien, mais en concert, là, il y a une espèce d'abandon, puis surtout de plaisir qui se dégage de ce que l'orchestre fait depuis quelques jours avec Thomas. C'est super. Moi, j'ai très, très, très hâte à la fin de semaine, puis je n'étais pas censé, mais je vais jouer du basson dans le concert aussi. Donc, Ah, c'est super. Effectivement, il y a souvent des musiques qui sont pas nécessairement évidentes lorsqu'on les écoute de manière enregistrée. Et tout à coup, elles prennent tout leur sens lorsqu'on y assiste en chair et en os. ouais, Et c'est comme ça pour toutes sortes de musiques. Et c'est arrivé tellement souvent au cours de ma carrière de ne pas trop vouloir y aller. Et quand tu es sur place, ah, tu dis, ah ben là, ouais. finalement, c'est là qu'il faut être. Il fallait l'écouter avec des musiciens en chair et en os. Et ça change complètement l'idée. Ouais, et Thomas Dunford, c'est un immense musicien, mais c'est comme un poète de l'instant. C'est quelqu'un qui a des moyens extraordinaires, une imagination, une intelligence musicale hors du commun, mais qui, dans son travail, en tout cas, de ce qu'on voit depuis 3 jours, est vraiment dans le moment présent, puis dans le plaisir, puis il n'arrive pas avec un plan super défini, on va faire ça, comme ça, à tel moment. On est vraiment dans l'expérimentation, dans un processus qui nous ramène aux racines de pourquoi on a tous, chez Arion, choisi de faire carrière dans le monde de la musique ancienne. Là. Alors, c'est. Marianne Lambert, la soprano Marianne Lambert, elle a une double technique. Cette fois-ci, j'imagine qu'elle utilise une technique vocale plus ancienne et baroque dans le cas qui nous occupe, et même lorsqu'elle chantera du Bernstein. Oui, 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 c'est vraiment sa voix de chanteuse d'opéra. Là, bien que Marianne, effectivement, tu as raison, est capable de faire de la chanson plus populaire. Là, c'est vraiment. Les airs d'Endel qu'elle chante sont hyper exigeants, des vocalises de la mort. Là, je veux dire, Guardian Angel, pas Guardian Angels, No No, I'll Say No More. Là, c'est des vocalises qui sont beaucoup trop longues pour n'importe quelle voix humaine, mais elle fait ça impeccablement. Puis là, le temps de ces extraits-là de Bernstein, là, elle revêt son autre personnalité de chanteuse qui est capable de faire la comédie musicale. Elle a une présence sur scène, Marianne. Moi, j'ai fait beaucoup de concerts avec elle les dernières années. C'est une artiste inspirante, mais radieuse. Puis, je pense que ça va être un coup de cœur pour bien des gens. Excellent. On rappelle les dates samedi qui vient. Donc, samedi le 5 avril, 19h30 à la salle Bourgie. Dimanche 6 avril, 14h30 à la salle Bourgie également. Exactement. Arion Orchestre Baroque reçoit Thomas Dunford sous la direction artistique de Mathieu Lucier, qui jouera du basson. Eh oui. Merci beaucoup, Mathieu. Merci, Alain. À dimanche. À dimanche. Ciao. Et à samedi.